micro? Vous avez tous un micro, oui? Alors, on a parlé du collectif à l'international et avec vous, j'ai envie de dire, vous parlez aussi du collectif dans la transition qui est essentiel parce qu'ici, à Global Industries, ça reste l'une des problématiques majeures. Peut-être vous entendre, vous, Maud Tarnot, avec, voilà, vous dirigez le développement durable chez Alcim France. C'est important, ce collectif aussi dans la transition. Alors en effet, merci beaucoup. Nous, on est une industrie qui arrive en amont du secteur du BTP. Et on sait que ce secteur est soumis à un certain nombre d'enjeux de transformation écologique. Et pour nous, c'est absolument crucial de démontrer qu'on est engagé dans cette transformation écologique et de démontrer qu'on est engagé vers la durabilité. Et alors, comment est-ce que vous faites concrètement? Vous le montrez, oui, mais comment vous agissez? Alors, effectivement, on a un certain nombre d'engagements déjà en faveur du climat, en faveur de l'eau, en faveur de la biodiversité, pour les consommations d'énergie. Je ne vais pas vous lister le nombre d'engagements qu'on a. Parce que vous n'avez pas attendu pour commencer la transition. Exactement. On est engagé depuis longtemps dans ce mouvement général et on n'a pas attendu une loi ou un standard pour effectivement répondre à ces engagements. Mais alors, la problématique qu'on a, c'est qu'on a un certain nombre de référentiels. On a des systèmes un petit peu autonomes qui vont être dédiés à certaines thématiques, le carbone, l'eau, la biodiversité, je vous le disais. Enfin, il y a vraiment un certain nombre de structures qui permettent de servir de réceptacle à ces engagements. On a des indicateurs extra-financiers avec des agences de notation qui vont nous interroger là-dessus. On a des démarches d'achat durable. Et ça, c'est sans dire qu'on aura bientôt la CSRD, la taxonomie. Enfin, voilà, on a vraiment un nombre considérable de référentiels, de structures, d'associations qui vont venir tester nos engagements. Mais ce dont on manque véritablement, c'est un langage commun pour que ces engagements soient reconnus et soient encouragés. Comment on fait ce langage commun? Comment on crée ce langage commun? Comment on crée les bonnes conditions du marché pour ça? Alors, effectivement, ça a été très intéressant pour nous de voir ce label triple E émerger, puisque on s'est dit, tiens, un label qui permettrait de valoriser les engagements des entreprises, c'est intéressant, puisqu'aujourd'hui, on s'engage, mais finalement, c'est très bien, mais quel est le retour finalement sur investissement? Moi, j'ai un exemple. On a sorti il y a quelques années un béton qui était neutre en carbone. Il a été super, mais personne ne l'a acheté. Je me dis qu'un label, si on veut qu'il soit efficace, encourageant, et si on veut que les entreprises adhèrent, il faut qu'il effectivement il encourage et il donne un avantage au mieux-disant, qu'il encourage le mieux-disant environnemental. Alors, selon des termes à trouver, hein, mais ça peut être dans la commande publique, ça peut être dans l'instruction des dossiers, ça peut être dans les accès au financement. L'idée étant que ces entreprises qui sont encouragées, qui sont engagées, qui démontrent tous les jours leurs engagements, elles doivent avoir un encouragement et finalement une plus-value, in fine, à poursuivre ces engagements, de manière à pouvoir convaincre les autres de rejoindre le mouvement. Donc ce qui vous manque, c'est un porte-voix, un trampoline, une emphase, c'est ça? Comment est-ce qu'on y répond, Bruno, par exemple? Comment est-ce qu'on donne une portée à cette transformation verte? Là, Maud a résumé un petit peu tout ce qui était le problème des industriels. C'est-à-dire que 75% de nos industriels sont engagés dans la transition écologique et dans la transition énergétique. Pour autant, ce n'est pas reconnu. Ils n'en tirent pas bénéfice. Que vous soyez vert ou pas, ça ne changera rien sur le fait que votre produit sera mieux vendu ou pas. Parce qu'on ne le rappelle pas. Et ça a été la première réflexion qu'on a eue parce qu'avec Philippe Dornano, le patron de Sisley France, j'étais copilote d'un objet que vous n'avez pas vu dans la loi Industrie verte, qui était produire, commander et acheter français. Et la première question qu'on s'est posée, c'est très bien, commander, acheter français, c'est parfait. Il faut d'abord qu'on commence par produire. Et on a un avantage déterminant en France, c'est notre mix énergétique. Et en partant de cette idée-là, on s'est dit, OK, le mix énergétique n'est pas valorisé, mais les engagements des entreprises en termes de transition énergétique et en termes de transition écologique n'est pas non plus valorisé. Parce qu'effectivement, vous avez plein de labels partout, parce que chacun peut se référer à un label. Et vous voyez bien que, notamment sur la commande publique, c'est un problème. Pourquoi faire plus confiance à un label qu'un autre? Quels sont ceux qui sont vraiment vertueux ou pas? Il y a quand même, ça existe aussi un peu le greenwashing. Donc on a eu l'idée avec Philippe Dornano de créer, et là je vous reprends un peu, ce n'est pas un label, c'est un standard ou un référentiel, où on allait agglomérer tout ce qui existe comme normes, déjà existantes. On ne crée pas de normes, hein. Tout ce qui existe comme norme, tout ce qui peut exister comme label,
qui sont vraiment verts, on les agglomère dans les triple E, excellence environnementale européenne, parce qu'il n'est pas question de faire que du franco-français. Mais bon, grâce à notre mix énergétique, on est un peu avantagé. Et donc, on s'est mis en relation avec AFNOR pour commencer à travailler là-dessus. Ils ont mis en place un comité de normalisation. Et je suis assez heureux de vous dire qu'aujourd'hui, après presque un an de travail, le comité de normalisation a beaucoup avancé. On peut dire, pratiquement sur une maquette V1. Et l'idée, effectivement, c'est d'embarquer les entreprises avec ce triple E en leur permettant d'abord d'avoir des grilles de lecture filière par filière. On ne fera pas le même triple E pour le béton qu'on fera pour, je ne sais pas, la biochimie. D'embarquer toutes les tailles d'entreprises, des TPE aux multinationales, et pour ceux qui font de la décarbonation, d'embarquer aussi la temporalité, le temps que ça va prendre pour eux. Donc chacun peut entrer, c'est un peu un guide Michelin, si vous voulez. Oui, c'est ça. En fait, ce que vous dites, c'est ce que disait Maud. Ils n'ont pas attendu le triple E pour faire leur transition, mais vous leur donnez une étoile, 2 étoiles, voilà. Catégorie par catégorie, c'est ça? Absolument, on leur donne une visibilité qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Ils l'ont par des labels de leur filière, mais ils n'ont pas de visibilité au niveau général, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. Voilà. Et pourquoi c'est important au niveau européen? C'est important au niveau européen parce que le mix énergétique français est un des meilleurs d'Europe avec les Scandinaves. Vous le savez très bien, il y a la Suède, la Finlande, la Norvège et nous, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On ne tire pas assez bénéfices de notre mix énergétique. On est au même niveau ou on a l'impression que les Suédois sont un peu avant? Ils sont un petit peu avant nous, mais on est juste derrière eux. On est les meilleurs des autres. D'accord. Largement. Pas vous faire de comparatif avec l'Allemagne. Non, mais je veux bien un exemple suédois d'un céramiste. Non, mais l'exemple suédois, ils ont développé les énergies renouvelables depuis très longtemps. Ils vont refaire du nucléaire. Alors là, je me permets une petite anecdote. Ils vont refaire du nucléaire parce qu'ils ont développé des entreprises qui sont vraiment 100% vertes, et notamment un entrepreneur qui fait de l'acier vert en Suède, qui demande énormément d'énergie. Et aujourd'hui, la Suède n'est pas en capacité de fournir suffisamment d'énergie pour qu'il étende son activité. Donc ils ne font pas ça que pour ça, mais ils remettent du nucléaire pour avoir plus d'énergie décarbonée, justement pour faciliter les industries vraiment vertes. Mais il y a des clients pour l'acier vert? Alors pour l'instant, il en a moins que les autres parce qu'il est 20% plus cher. Mais comme c'est quelqu'un qui voit à long terme, il dit de toute façon, un jour ou l'autre, l'acier vert, on ira. Et là, moi, je serai installé déjà depuis longtemps. J'aurai déjà les compétences, j'aurai déjà le matériel qui va bien, beaucoup mieux que les autres. Et donc, je serai le numéro 1 mondial. Voilà, Maud. Tout n'est pas perdu. Franck, quand il y a trop de normes comme ça, européennes, comment est-ce qu'on aide? Comment est-ce qu'on facilite la vie des industriels? Effectivement, c'était un défi que nous a lancé monsieur le député, parce que dans ce panorama où tout le monde dit trop de normes, en fait, on oublie qu'il y a les standards, hein, les normes volontaires, comme nous on les appelle, que les industriels connaissent parfaitement. Mais le défi qui nous a été donné, il était double par Bruno. Le premier, c'était faire un standard qui permette, à travers des éco-équivalences, d'embarquer les démarches qui sont déjà à l'œuvre dans les entreprises. Et donc, il était paradoxal de se dire que c'était en créant quelque chose de nouveau qu'on allait pouvoir résoudre ce problème de complexité. Mais on est en train d'y arriver. On est en train d'y arriver parce que les entreprises ont amené leur contribution. L'AFNOR n'écrit rien. C'est les entreprises qui nous aident à faire cette équivalence. Et le deuxième défi pour AFNOR, Bruno l'a dit, ça doit être européen. Ça veut dire que si on a un standard excellence environnementale européenne, il faut qu'on embarque, tu as cité les pays du Nord, mais aussi nos amis allemands, polonais, dans ce standard européen pour qu'on puisse le valoriser, notamment les entreprises qui exportent, nos industriels qui exportent, et puissent se faire valoir non seulement en France, auprès des pouvoirs publics, notamment, mais aussi auprès des autres États européens. Alors, ce que vous dites, c'est imposer le guide Michelin des entreprises, le triple E, à l'ensemble de l'Union européenne. Alors, un mot qui est banni en normalisation, c'est le mot imposé. Nous ne faisons pas de droit, nous ne faisons pas des normes réglementaires, nous faisons ce qu'on appelle en anglais des standards, bien connus sur l'ISO. Donc le tout, c'est de convaincre. C'est une bonne pratique que tout le monde pourrait adopter. C'est du collectif. Il faut convaincre les autres pays, notamment les industriels allemands, norvégiens, suédois, qu'ils ont aussi un intérêt à co-signer ce nouveau standard européen. C'est du collectif, une fois de plus. Comment on fait ça pour que ça devienne, pardon pour le mot, mais ça devienne une norme européenne? Comment est-ce qu'on fait? On s'allie avec l'ensemble des industriels européens, on va à Bruxelles, on en parle, je sais pas moi, au président français. Bruno. Il y a une chose qui est simple dans la compétitivité mondiale qui est la nôtre aujourd'hui, le continent européen est le plus décarboné. Nos entreprises doivent gagner la compétitivité grâce à ça.
on ne pourra pas se passer de la transition écologique ni de la transition énergétique. Donc ce standard triple E a une importance considérable au niveau de l'export. Je vous prends un exemple, si vous me permettez. Moi, je connais un céramiste aujourd'hui qui est passé totalement en circulaire. Il n'utilise plus de gaz fossile. Je vous passe la technique, il passe en pyrogazéification. Donc c'est de la flamme verte, totalement. Pour autant, la céramique qu'il produit, qui coûte donc un petit peu plus cher aujourd'hui, forcément, il n'arrive pas à la valoriser au niveau mondial. Si on a un standard qui marche au niveau européen et qui donc va être reconnu au niveau mondial, les acheteurs, certains acheteurs, vous savez, c'est l'histoire de on entraîne la roue et puis la roue avance de plus en plus vite. Certains acheteurs vont s'y mettre parce qu'on n'aura pas le choix et notre ami céramiste, il trouvera les bénéfices. Donc il faut des alliances, il faut convaincre les autres industries des autres pays, mais comme l'a dit Bruno, ils sont confrontés à la même transition. Donc on a, voilà, à part sur certains sujets comme le mix énergétique, il faut les convaincre, évidemment. Notre parc... Et comment on les convainc? Comment vous faites avec l'AFNOR? Vous dites que c'est une identité européenne? C'est une entité européenne qui s'appelle le Comité européen de normalisation, qui est le pendant européen de l'ISO, hein, qui est très bien connu de tout le monde, je l'espère, dans le domaine industriel. Et donc il y a un échelon européen où on se retrouve, AFNOR, nos homologues dans tous les pays, où on négocie. Voilà, c'est aussi simple que cela, c'est de la négociation. Comment se passe la négociation? Ils sont à l'écoute? Alors, je peux vous dire qu'il y a un pays qui nous surveille plus que les autres, je l'ai cité, c'est l'Allemagne. Évidemment, il n'a pas le même mix énergétique et son industrie est, sur certains sujets du triple E, en attente d'une négociation. Mais pour cela, il fallait que les Français aient une première copie à soumettre. Et donc, on est en train, il y a 2 semaines, nous avons engagé les discussions avec le partenaire allemand. C'est un des acteurs principaux. L'industrie allemande, elle est puissante, comme je l'espère l'est la nôtre. Et donc, on est en train de négocier avec notre homologue allemand. Et à travers eux, on parle aux entreprises allemandes qui sont aussi organisées au sein de ce qui s'appelle le DIN, l'AFNOR allemande. Maud, quand vous entendez tout ça, qu'on peut avoir un triple E filière par filière, aller faire du motom-up, ça vous encourage? Oui, moi, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement que ça vienne des industriels, parce que c'est un standard qui finalement est utilisé par les industriels, donc c'est important de pouvoir contribuer. Ce qui me paraît également intéressant, c'est effectivement cette référence européenne, parce qu'on est soumis à des réglementations européennes, notamment extra-financières. On a des normes de reporting qui vont arriver, qui vont être de plus complexes. Et c'est vrai que si le triple E nous donne une prévisualisation de ce que ça va être et finalement améliore notre compétitivité et notre façon de répondre, ça peut être peut-être un entraînement, en tout cas un encouragement à mieux appréhender ces nouvelles normes. Et puis c'est vrai que voilà, moi, ce qui est intéressant aussi, c'est les éco-équivalences entre ce qui existe déjà, l'idée n'étant pas de rajouter quelque chose de supplémentaire, parce que ça c'est sûr, les entreprises n'iront pas. Par contre, si c'est un moyen de valoriser l'existant et de pouvoir effectivement récupérer tout ce qu'on a dans nos différents systèmes déjà et le porter au plus haut, là c'est intéressant. Et si je peux compléter, et permettre aussi aux entreprises qui n'ont pas encore engagé des démarches sur certains référentiels, de commencer tout de suite par la démarche triple E qui va, elle, à travers ces éco-équivalences, embarquer tout le monde. Donc même quand on n'a rien démarré, il en existe quelques-unes, de pouvoir commencer et être valorisé à travers ces démarches. Immédiatement. Bruno? Oui, dernier mot peut-être, parce qu'on a parlé de l'Europe. C'est très important, l'Europe et l'international. Hein. On a vu que c'était un petit peu le fil rouge depuis le début de l'après-midi. On va parler aussi franco-français. Ce qui est intéressant, vous voyez aujourd'hui, les acheteurs publics ont pas mal de difficultés à se retrouver dans les différentes normes européennes quand ils passent commande. Vous pouvez mettre 3 lignes de normes environnementales. Je ne suis pas persuadé que tout le monde soit formé à savoir quelle est la meilleure ou pas. S'ils voient arriver un triple E sur une commande publique qui a besoin d'être vraiment une commande publique verte, fatalement, ils iront vers le triple E. Donc ça les aide aussi au niveau de l'achat, la commande publique. Ça aide nos entreprises à passer des contrats avec les acheteurs publics parce que ça dirige aussi les acheteurs publics vers les bonnes pratiques. Et moi, ce qui nous a poussé avec Philippe, c'est que vraiment, on sait que les entreprises le font et que jusqu'à maintenant, rien n'était valorisé à ce niveau-là. Donc il est temps qu'on valorise leur action par ce standard. Je suis très content qu'on ait eu l'idée. Je suis très content qu'AFNOR nous ait suivis. On leur a un peu demandé un truc impossible à faire, mais comme ils ne savaient pas que c'était impossible, ils le font. Donc ça tombe bien. On connaît un peu, peut-être pour conclure, le pourcentage de sociétés qui sont déjà dans cette Alors, au moins triple E. pour les entreprises de taille intermédiaire, parce que là j'ai le pourcentage, 75% d'entre elles sont déjà engagées dans une démarche écologique, de transition écologique et énergétique. C'est pas rien.
Donc, quand j'entends certains groupes politiques nous demander des conditionnalités sur les facilités qu'on donne aux entreprises, eh ben, mesdames et messieurs les râleurs, vous les avez là, les conditionnalités. On n'a pas besoin de les donner. Les entreprises les ont prises elles-mêmes parce qu'elles savent que si elles ne passent pas par la transition écologique ou la transition énergétique, de toute façon, demain, elles sont mortes. Donc c'est une question de survie, donc elles le font. Et dernière, très rapidement, question, parce que du coup, ça vient. Pour les entreprises étrangères qui viennent s'installer en France, Pareil. pareil. Le standard triple E n'a pas vocation à discriminer qui que ce soit, si ce n'est les gens qui ne sont plus ou pas du tout dans cette transition énergétique et écologique. Ceux qui, comme disait Franck, ceux qui veulent y rentrer, c'est compliqué des fois d'y rentrer, on les aidera. Ce standard est évolutif, c'est pour ça que j'ai pris l'image du guide Michelin des entreprises vertes, mais du coup c'est un standard volontaire et j'invite tout le monde à s'en emparer dès qu'il sera sorti avant la fin de l'année. C'est promis, un nouveau défi. Et on fera le bilan de l'année prochaine. Merci beaucoup à tous les trois, Franck, Merci à vous. et Maud, merci beaucoup.